Cheikh Diong. Je viens du beau pays, le Sénégal. Je suis le secrétaire général des Nations Unies et je suis le secrétaire général de l'Agence de renforcement des capacités pour l'Afrique, une agence spécialisée de l'Union africaine et aussi soutenue par les Nations Unies. J'ai l'honneur d'être votre modérateur ce matin. C'est toujours difficile de modérer un panel, sachant très bien que, comme vous connaissez tous les membres du panel, mais nous allons avoir une conversation dynamique et intéressante et vous allez pouvoir y participer à un moment donné. Avant de commencer, je voudrais inviter le PDG d'African Catalyst pour venir prononcer son discours d'ouverture et aussi pour préparer le terrain pour notre conversation. Applaudissons s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour à tous. C'est un honneur et un plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Je m'appelle Dr Sanden, comme mon frère vient de le dire. Je suis le PDG d'Africa Catalyst, qui est un organe consultatif mondial qui est basé au Sénégal, en Afrique, et qui a l'honneur d'organiser en partenariat avec ASF cet événement pour débloquer le financement du climat en Afrique. Alors, mesdames et messieurs, tout protocole respecté, je voudrais vous souhaiter tous la bienvenue à cet événement de haut niveau qu'on organise et j'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui sont dans la salle et également aux participants en ligne. Et nous avons un nombre de personnes qui sont connectées, qui vont nous rejoindre en ligne pour suivre cet événement. Je voudrais commencer par d'abord saluer le partenariat que nous avons avec OSF qui nous a permis d'organiser cet événement important. Donc OSF, c'est un partenariat de renom et nous sommes honorés de collaborer avec eux sur cette question du financement du climat. Et je voudrais également vous dire à quel point nous sommes très heureux d'organiser et de co-animer cet événement. Tout d'abord, nous sommes ravis, vu le moment opportun de ce débat. Pourquoi ? Parce que toute cette semaine, nous avons été là pour le sommet africain sur le climat et nous sommes ici pour discuter du changement climatique et comment cela affecte les populations en Afrique et partout dans le monde. Et c'est juste pour dire que le changement climatique est une réalité. En fait, nous subissons tous les effets du changement climatique en matière d'insécurité alimentaire, les épidémies de maladies, les migrations, les érosions des zones côtières. Donc voilà les effets néfastes du changement climatique sur le continent et partout en Afrique. Et on est d'accord qu'il nous faut des politiques pour l'atténuation de ces effets du changement climatique. Mais de l'autre côté, on a besoin de financement si vous voulez faciliter la mise en œuvre des politiques. Donc nous sommes très ravis d'être ici pour débattre de ces questions très importantes parce que d'après les estimations en Afrique seulement, si les pays africains œuvrent sur la mise en œuvre de leur CDN, conformément à l'accord de Paris, ils auront besoin d'à peu près 2,7 billions d'ici 2030. Et ça, c'est un montant énorme. Et actuellement, seuls 3% du Fonds mondial pour le climat est investi dans les pays africains, d'où la nécessité pour nous de mobiliser davantage de fonds pour l'adaptation au changement climatique. C'est pourquoi cet événement arrive au moment opportun. Et dans cet événement, nous avons un panel de haut niveau et Ibrahim va les inviter ici pour intégrer le panel, mais je tiens déjà à les remercier de leur présence ici. Ils auraient pu être à
KICC pour suivre d'autres événements, mais ils ont choisi de venir assister à cet événement avec nous. Donc, nous sommes très reconnaissants envers eux. Et je voudrais aussi remercier Ibrahim pour avoir trouvé le temps de venir animer cette séance. Ibrahim, je n'ai pas besoin de le présenter, vous le connaissez déjà, mais je vais tout simplement lui demander de ne pas modérer la séance en chinois, mais c'est juste pour dire que nous sommes très reconnaissants de votre présence ici. Et pour conclure, je vous remercie vous tous, les participants, ici en présentiel dans la salle et en ligne. Et nous n'allons pas oublier nos participants en ligne. Nous attendons également la présence des Comores pour la cérémonie de clôture. On espère qu'il ne va pas arriver en retard parce qu'actuellement, il est ailleurs en train de prononcer un discours d'ouverture. Si le temps lui permet, il va venir aussi participer à la cérémonie de clôture. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter là parce que vous n'êtes pas là pour m'écouter, mais plutôt pour écouter les panélistes. Donc je m'attends aux délibérations et discussions fructueuses. J'ai tellement envie de modérer la séance en chinois, mais je voudrais que les participants ici dans la salle et en ligne puissent comprendre. Donc je vais tout simplement dire études de la DF en Sénégal. Avant d'inviter les intervenants principaux, il nous faut un consensus lorsqu'il s'agit de l'adaptation au climat et le financement au climat. Donc, premièrement, je ne vais pas vous présenter les chiffres de ce qui manque en termes de financement pour le climat. Ça va être détaillé par les panélistes. Il paraît qu'il y ait un consensus que l'adaptation et la mitigation peuvent aller de pair. Et il paraît qu'il y a également un consensus qu'il y a plusieurs opportunités sur la scène mondiale pour l'Afrique lorsqu'il s'agit du financement pour le climat. Et le thème principal, c'est de débloquer le financement du climat. Pour les quelques heures à venir, nous allons nous focaliser sur 3 thèmes extrêmement importants pour débloquer ce financement. Premièrement, c'est la structure de gouvernance pour le financement du climat aujourd'hui qui offre pour l'Afrique. Il faut des réformes. Il faut augmenter le montant pour que ça corresponde aux besoins du continent. Et une seule institution ne peut pas faire ça, mais il faut plutôt un partenariat. Mais la question qui se pose, c'est quel type de partenariat faut-il pour débloquer ce potentiel? Et finalement, on ne peut pas continuer à faire les choses à la normale. Alors, quelles sont les innovations dont nous avons besoin pour aller de l'avant afin de créer ce que j'appelle les 3 A du changement climatique, l'adaptabilité, l'abordabilité et l'accessibilité du financement du climat? Vous n'allez pas continuer à m'écouter. Je vais inviter les panélistes qui vont entrer en détail de ces questions. Et comme je vous ai dit au départ, je connais tous les panélistes personnellement. Alors, c'est un vrai plaisir pour moi d'inviter en ligne Dr. Bell Songé, qui est un collègue de African Gold Initiative à Brooklyn. C'est quelqu'un qui est très connu, je n'ai pas besoin de le présenter. C'était le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Et l'autre personne que je ne devrais pas vous présenter parce que vous la connaissez déjà et nous sommes fiers du travail qu'il a réalisé pour l'Afrique et la COP27, c'est Dr Mahmoud Mouedine, qui est un champion de haut niveau du changement climatique pour les Nations Unies dans la COP27. Peut-être vous l'avez vu dans les réunions en ligne, mais aujourd'hui vous allez le voir en personne. Donc il est là aussi pour participer à ce thème sur le financement climatique. Nous avons notre sœur du Botswana, son Excellence Ogolo Kene Wendu. Donc peut-être si j'ai écorché vos noms, je m'en excuse. C'était l'ancienne ministre du Commerce au Botswana et la directrice africaine, la conseillère spécialiste sur la question du changement climatique et une championne de haut niveau.
et un autre frère du Sénégal. Je ne crois pas que je devrais le présenter, Son Excellence Amadou Hott. Donc il a doté dans son nom et il est l'envoyé spécial du président de la Banque africaine pour le développement qui est chargé de la promotion du financement vers dans l'infrastructure de l'Afrique et venir mon bel ami d'Afrique Park, monsieur Denis Kenwa, qui est le vice-président exécutif de la Banque africaine. Donc, il faut les accueillir chaleureusement pendant qu'ils viennent animer ce débat. Donc, on n'est pas à KICC. C'est très inclusif et c'est très ouvert aussi. D'accord. On peut commencer, comme j'ai dit tantôt. Nous allons discuter de la gouvernance, du partenariat et des innovations. Vera, je sais que vous êtes réveillé à 3 heures du matin à Washington pour nous rejoindre. Nous en sommes très reconnaissants. Alors, nous allons vous donner la parole en première. Ma question que je vous adresse, Vera, c'est d'après votre expérience là où vous êtes et toute l'expérience que vous avez consolidée au fil des années par rapport à la gouvernance du financement du climat mondialement et aussi en Afrique. Si vous pourriez nous faire part de votre expérience sur ce qu'il faut faire, les réformes et aussi les incitations pour que les choses marchent pour l'Afrique. Alors, Vera, je voulais aborder cette question de la gouvernance. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on peut vous entendre clairement, haut et fort. Merci beaucoup. J'ai été avec vous en Nairobi. Donc, j'aurais... Merci beaucoup et félicitations à vous d'avoir trouvé le temps de venir participer à cet événement. C'est un travail important que nous cherchons à réaliser parce que l'Afrique devrait sortir de la situation actuelle marquée d'une croissance très lente face aux effets du changement climatique. Deuxièmement, je m'excuse, j'ai du mal à la suivre. La gouvernance du changement climatique, la première chose, c'est que faut-il faire pour pouvoir débloquer le financement nécessaire. La qualité sonore n'est pas du tout favorable pour l'interprétation. Donc, d'1,4 billion de dollars chaque année pour combler la lacune en matière de financement du climat. Lorsqu'on parle de la gouvernance du changement climatique, c'est un aspect important. Les pays
ne peuvent pas continuer à accumuler de nouvelles dettes. Il faut que ça s'arrête. Et en conséquence, ce dont on a besoin, c'est de mettre en place des systèmes de mobilisation et de financement pour avoir un fonds commun. The second part of it is, as I said, $2.4 trillion needed. I don't know if you can hear me. I've gone silent, but it's good because I'm not getting my voice back. But we can hear you. Yes, we can. Go ahead. Oui, nous vous entendons très bien. Merci. Continuez, s'il vous plaît. can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Yes, we can hear you. Oui, Go ahead. on vous entend, Madame Vera. No, I was saying. Non, Managing je disais que debt crisis. gérer la crise de la dette, c'est l'un des problèmes. Deuxième point, c'est que 2,9 trillions de... Non, il y a un écho, je m'entends. The second part of that. Deuxième partie des 2,4 trillions de dollars, c'est la mobilisation des ressources locales. 1,4 trillion viendra de la mobilisation locale. Et nous devons nous assurer que le marché du carbone marche et marche bien. Au Kenya, vous avez vu il y a 2 semaines de cela, il y avait eu une vente sur le marché du carbone. Ce n'est pas de cela que nous avons besoin. Ce que nous avons besoin, ce que nous demandons, c'est d'avoir un marché, un échange du marché du carbone plus transparent. Les marchés du carbone, c'est que le carbone, c'est comme l'ADN, et nous avons des combinaisons d'ADN. Nous ne voulons pas avoir des ventes aux enchères où il y a beaucoup trop de volatilité. On sait qu'il y a de la fixation des prix. Cela veut dire que les prix vont baisser et nous allons gagner moins que ce que nous pouvons gagner. Dans le marché des carbones actuel, l'Afrique peut gagner entre 50 à 80 milliards de dollars. Donc on parle de ce dont l'Afrique a besoin pendant les 7 ans à venir pour contribuer à ces ressources nationale. Si nous avons un marché des carbones volontaires ou qui est géré par la demande, nous sommes rendus compte que 40 trillions de dollars d'argent qui ont été investis dans les économies des pays en voie de développement pour lutter contre le Covid et lutter contre les problèmes qui se sont soulevés suite au manque de suffisamment de denrées alimentaires et la hausse des prix. Nous avons besoin, et il est important que cela soit fait, nous devons avoir une augmentation dans les financements. Et les institutions telles que la Banque africaine de développement doivent mobiliser autant de ressources que possible de façon, et c'est difficile parce que l'argent, nous avons que l'Afrique aura besoin des 231 trillions de dollars d'ici 2031. Et donc, nous savons comment réagir. Nous devons avoir l'environnement de gouvernance de façon à ce que la réaction soit rapide et cela soit inclusive. Et nous devons faire cela le plus vite possible. Et je pense que nous pouvons aller vers le niveau 0. Merci beaucoup, Vera, pour nous avoir lancé le débat. Et je pense que nous allons continuer le débat là où Vera s'est arrêté. On sait qu'il y a de la gouvernance. Alors, en allant vers l'avant, quelles sont les autres réformes que nous devons mettre en place pour que la gouvernance, que ce soit au niveau internationalement, au niveau de l'Afrique, qu'est-ce que nous pouvons faire? Merci beaucoup et félicitations à tous les amis qui ont organisé cet événement. Et comme je continue là où Vera s'est arrêté pour dire quels sont les arrangements institutionnels, les réformes institutionnelles dont nous avons besoin pour pouvoir bénéficier de ces différentes approches au financement. Et juste pour résumer les différentes façons de déterminer la façon de laquelle nous pouvons financer le climat et le développement. Tout d'abord, il y a l'approche dont vient de parler Vera et
c'est l'approche assez réductionniste, si vous voulez. Et on a parlé des chiffres, et les chiffres sont un peu compliqués, mais cela revient à la détermination du fait que nous devons financer le financement pour le développement. Donc il y a une lacune d'à peu près 5,3 trillions de dollars dont on a besoin. Et la moitié de cette somme sera utilisée pour le financement du climat. Donc à peu près 3,4 trillions. Et 1,4 trillion de dollars viendraient des ressources, de la mobilisation locale des ressources. Et vous avez par la suite à peu près 1 trillion qui doit venir des sources externes. 300 milliards viendraient des institutions de financement de développement. Et à peu près la moitié d'1 trillion doit venir du secteur privé. Donc je dirais bon courage avec cela. Alors vous ne pouvez pas vous rappeler de ces chiffres, mais si vous arrivez à mobiliser les ressources au niveau local. Mais c'est une approche que nous devons bien comprendre et je pense que Vera et Maren ont beaucoup travaillé pour s'assurer le micro, on n'entend pas l'orateur. Hein. Le micro n'est pas branché. Et nous avons essayé de quand vous travaillez dans le domaine de l'énergie, les domaines du développement pérennisable, autre façon de gérer les chiffres, cela a des implications politiques. C'est ce qu'on appelle le cadre intégré de financement national. Et et vous avez besoin d'avoir assez dont à parler Vera pour que vous puissiez travailler au niveau national. Il y a très peu de pays qui ont entrepris ce type d'exercice, mais là encore, les deux doivent vraiment collaborer. Et troisième approche, spécifiquement, je crois, dans l'accord de Paris. Et là encore, le financement des développements pour le financement, mais on doit parler de l'adaptation. Et on sait qu'il y a de l'atténuation, cela doit venir de la participation d'équité privée. Et l'adaptation, il y a des lois qui sont en train d'être formulées. Cela doit être financé sous forme des subventions. Mais c'est plus facile à dire. Et récemment, Bougour et moi-même, ainsi que d'autres collègues, avons travaillé et avons publié hier. Nous avons parlé du projet. Nous voulons dire que tout d'abord, nous devons nous occuper de cela. Si vous avez une crise des dettes, si cette crise consomme la plupart de vos financements publics, vous ne pouvez pas allouer des financements de la mobilisation locale des ressources. Ils vont vous dire, vous savez, mon argent est déjà épuisé à payer les dettes, donc on ne pourra pas vous octroyer de financement. Et donc, cela peut avoir l'air global et privé, mais cela va avoir un impact sur le financement du secteur privé. Les frères, vous avez besoin de financement consensuel pour pouvoir faire cela, concessionnel plutôt. Et les amis au Japon, en Corée, donnent des financements concessionnels. Can you hear? Can you hear? Hemos. It's coming too late. Okay.
Donc, après la mobilisation nationale des ressources, vous devez préparer vos projets. Nous avons beaucoup travaillé avec les partenaires des commissions régionales, des fonds systèmes. Nous avons collaboré avec beaucoup de collègues, Vera, et beaucoup dans le poste qu'elle occupait auparavant. Nous avons des projets bancables qui sont prêts à financer, mais nous avons besoin des mesures incitatives et une meilleure mise sur le marché des opportunités. Merci beaucoup, Mohamed. Et je pense que bien vous-même et Vera ont mis en exergue ce qu'on doit faire pour résoudre les problèmes financiers. Nous allons revenir au problème, mais on va passer à un autre sujet qui est aussi important. Et vous avez parlé des milliards, des trillions, donc les besoins sont énormes. Et la façon de pouvoir atteindre ces financements, c'est en passant par les partenariats. On va donc parler des partenariats. Et Bogolo, j'espère que vous allez bien tenir le micro. Et je vais juste parler de la question des partenariats. Et la question qui se pose, est-ce que nous sommes en train de créer les bons partenariats, qu'il s'agisse de partenariats publics-privés pour nous assurer que nous puissions accélérer la mobilisation des fonds pour pouvoir combler les lacunes dont a parlé Mohamed. Oui, donc la question du partenariat. Merci beaucoup pour nous avoir invités et je pense que le docteur Mahmoud a déjà commencé de parler des partenariats que nous avons mis en place pendant les années passées et surtout en mettant en place le compendium des Nations Unies des projets. Cela a commencé au Forum régional d'Afrique. C'était un partenariat entre notre équipe, à nous, la CEA, et cela a conduit à un certain nombre d'initiatives, y compris l'initiative du marché des carbone africains, en partenariat avec ASIF et Rockefeller, la Fondation Rockefeller. Et de la même façon, nous avons un autre partenaire avec la BAD sur la facilité du risque climatique. Et donc, je pense qu'il y a un appétit pour les partenariats. Et je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup de progrès qui pourraient être faits avec les partenariats. Ce qui est clair, c'est que c'est qu'il existe un besoin de consolider pour les équipes telles que la nôtre qui sont petites doivent utiliser leur plateforme, doivent utiliser leur agilité pour pouvoir conduire vers un progrès plus important avec des institutions plus importantes telles que la BAD. Et une chose que nous avons vue qui a été bénéfique, qui a bénéficié d'un partenariat d'une équipe, d'une petite équipe, d'une équipe, mais la BAD est une institution énorme et quand nous regardons le compendium des projets, nous voulons mettre en place des petits projets, par exemple le projet Amboseli en Afrique de l'Est ou la mobilité électrique, le projet au Nigeria, ainsi de suite. Et cette capacité nous permet d'atteindre la base et de pouvoir aller jusqu'à aux projets transfrontaliers qui permettent aux partenariats de pouvoir agir de façon transfrontalière. Nous parlons des milliards, des trillions, mais aussi nous passons aux centaines de dollars parce que c'est là où on doit avoir l'impact. Donc, il y a eu un besoin énorme pour une collaboration radicale, comme Nigel a dit, un besoin d'une collaboration radicale pour nous aider à pouvoir réussir sur les projets dont nous avons besoin. Voilà, donc il y a beaucoup plus de possibilités pour beaucoup plus de partenariats et surtout dans la préparation l'étape de préparation des projets, parce que pour le moment, les facilités de préparation des projets ne suffisent pas. Ces facilités-là sont difficiles à accéder et sont déconnectées du financement, des suivis dont ils ont besoin et ces mécanismes et je voudrais partager avec vous un chiffre
chiffre sur lequel nous penchons en parlant de la préparation des projets. Nous sommes sûrs qu'entre 2019 et 2020, les facilités de préparation des projets ont réduit sur le continent et donc au lieu d'augmenter, parce que le financement du climat a augmenté, mais la facilitation des projets pour les projets climatiques sur le continent est allée de 91 milliards à 60 milliards. Donc, si le financement du climat n'est pas disponible, quels sont les types de projets auxquels nous allons nous adresser? Cela veut dire que nous n'allons pas pouvoir préparer des projets qui vont conduire à attirer beaucoup plus de financements, qui vont conduire au développement, comme cela a déjà été dit. Oui, merci. C'est vraiment un plaisir pour de raisons. Je connais l'alliance dans laquelle vous travaillez avec la banque pour la préparation et vous prenez la préparation des projets très sérieusement pour pouvoir aller vers une alliance plus élargie. Mais il y a un autre point dont vous avez parlé. Vous avez parlé du partenariat privé-public et la question que je voudrais vous adresser en jetant un coup d'œil sur le secteur privé, ces partenariats. Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir offrir des mesures incitatives, tout d'abord pour mettre en place ces partenariats, mais aussi pour augmenter les ressources du secteur privé. Merci beaucoup Ibrahima et Ousmane et Daouda Semben et la fondation de la société ouverte. C'est vraiment une excellente plateforme qui nous permet d'approfondir un certain nombre de ces questions sérieuses. La façon de laquelle nous avons structuré l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique est en ligne avec la façon de laquelle les partenariats doivent être créés pour mobiliser le financement du climat. Nous tournons vers la chaîne des valeurs, le cycle du projet. Tout d'abord, vous avez besoin du travail en avant du gouvernement pour mettre en place la planification, la bonne vision, les bonnes stratégies pour vous assurer que vous ayez les contributions du gouvernement, vous assurer que avec l'argent qui est disponible, l'argent qui vient du gouvernement, c'est déjà une ressource pour leur permettre de faire le travail en avant pour identifier la liste des projets qui pourraient répondre aux ambitions du pays. Et pour cela, nous allons mobiliser 100 millions de dollars du côté de la philanthropie et des pays bailleurs. Donc, c'est le rôle des pays bailleurs et la philanthropie à l'intérieur de ces partenariats. Et puis, vous passez à la deuxième phase. C'est la phase de développement. Et là, vous auriez identifié votre projet, vous connaissez vos priorités. Vous devez maintenant collaborer avec le secteur privé pour développer ces projets à niveau les dérisquer, entreprendre les études, commodité des consultants, faire tout le travail difficile qu'un investisseur privé ne voudrait peut-être pas faire. Donc, nous disons, mobilisons les 400 000 dollars, une facilité de financement mixte qui pourrait investir avec les investisseurs privés. Le développement ne doit pas se faire par les gouvernements, ce sont ceux qui développent en partenariat avec le gouvernement. Une fois que vous aurez développé tous ces projets, vous allez passer au financement du projet pour vous assurer que vous allez atteindre vos objectifs. Vous avez besoin des institutions de financement, vous avez besoin d'équité privée parce que c'est là où vous devez investir de l'équité à risque. Et dans les projets qui ont un risque minimum, vous ne devez pas travailler seul. Vous prêtez de l'argent des banques commerciales, le financement international de développement. Si vous avez par exemple une demande dans un pays qui n'a pas qui n'est pas crédible. Quelqu'un doit dire oui, vous pouvez nous prêter l'argent, nous allons payer. Mais si les gouvernements sont faibles, nous avons beaucoup de ces gouvernements et il y a les institutions telles que la Banque africaine de développement va intervenir et elle va dire si le gouvernement ne paye pas, moi je vais payer. Tout d'un coup, le secteur privé est à l'aise, disent que ces projets vont être financés. Je ne pourrais pas dire davantage après avoir fait partie du gouvernement le rôle du gouvernement. Si
vous n'avez pas la bonne vision, si vous n'avez pas la planification, la compétence, les compétences à l'intérieur du gouvernement, c'est vrai que ça coûte cher d'avoir les compétences au Sénégal. La façon de laquelle nous avons résolu ces problèmes-là, c'est que nous avons convaincu la Fondation Massacre de nous donner une facilité pour nous permettre de recruter des personnes intelligentes, compétentes, qui avaient de l'expérience, qui travaillent dans différents départements, qui sont au cœur des réformes au Sénégal. C'est comme ça que nous avons fait la réforme partenariat public-privé et nous avons refait cela en une période de 6 mois, quelque chose qui aurait pris le Sénégal entre 3 et 4 ans. C'est parce que nous avions des personnes qui étaient dédiées. Nous avions un président qui y croyait, un président qui présidait lui-même les séances techniques que nous organisions. Nous avions des réunions qui duraient entre 6 et 9 heures, présidé par le président pour les réformes du partenariat public-privé. Et les personnes techniques veulent cela, le gouvernement veut cela pour pouvoir s'assurer que le secteur pourrait trouver ces partenariats attirants. Et puis finalement, le rôle de la philanthropie a un rôle critique à jouer, pas simplement en termes d'aider les gouvernements à s'adresser aux lacunes, on sait qu'il y a des compétences pour pouvoir attirer le talent, mais aussi en offrant leur capital qui peut servir au gouvernement, qui peut rendre les investisseurs plus à l'aise, dire qu'il y a de l'argent. S'il y avait une perte, le gouvernement va rembourser avant que moi, en tant qu'investisseur, je ne commence à perdre de l'argent. Et cela peut renforcer la crédibilité d'un projet, peut faciliter les banques commerciales et les autres. Et puis l'argent des philanthropies, l'argent des bailleurs est plus important aujourd'hui. Et pourquoi poser là? Parce que les taux d'intérêt est jusqu'au plafond. Quand j'étais ministre, nous mobilisions l'argent à 0,5 avec un prime de risque qui, c'était par exemple un crédit peut-être sur base de 150, 200, les banques commerciales, ça peut être 400 points de base, mais maintenant les risques sont trop élevés. Pas simplement le prime de risque a augmenté vu les incertitudes au niveau international, mais aussi donc vous avez beaucoup de problèmes, de complexes problèmes, et si nous sommes à la base, et un pays qui est basé en Amérique latine ou en Nice, il y a la base, il y a par exemple une notification double B++. Nous avons le même niveau de notification, mais ce qui change, c'est la géographie. Voici l'Afrique, voilà l'Asie. Et deuxièmement, même quand nous avons le même niveau de notification, nous pouvons payer des 500 points de base davantage qu'un pays en Asie ou ailleurs. Et le Nigeria, c'est le Nigeria et l'Irak. Le Nigeria paye 500 points de base plus que l'Irak, et pourtant ils ont le même niveau de notification. Voilà donc ce que cela veut dire, que vous avez des anciens ministres qui font partie du panel, ils connaissent l'autre côté, ils sont maintenant de notre côté, donc nous pouvons comprendre, avoir des connaissances. Et vous avez parlé de la capacité du gouvernement. Et je vais maintenant peut-être si vous pourriez continuer de là où Amadou s'est arrêté. Parlons des innovations. On ne peut pas continuer à travailler comme on l'a déjà fait, sinon nous n'allons pas pouvoir atteindre le potentiel du financement du climat. Parce qu'il faut aussi parler de la perspective d'une institution africaine telle que la BAD qui participe dans un certain nombre d'initiatives pour s'assurer que le financement du climat est accessible pour l'Afrique. Et parlez-nous de l'innovation. Merci Ibrahim pour nous avoir invités. Nous parlions du problème de la notification. Et pour vous donner un exemple, l'Afreximbank est notifié à B triple.
mais tes chèques empruntent à base des 300 points moins que nous. Nous avons une meilleure notification, mais cette autre institution peut emprunter moins que nous. Et donc, cette question des notifications est très importante et nous devons trouver un moyen de nous adresser à cela. Ce sont les gouvernements africains à qui nous appartenons. Donc, l'agence de notification dit que vous ne pouvez pas une notification qui est plus élevée que vos actionnaires. C'est le point de départ. Et nous avons une notification qui est plus élevée que la moyenne des non-actionnaires. Donc, nous pouvons nous engager, nous pouvons mettre en place notre agence de notification pour pouvoir influencer le financement. Et cela est important. Mais je suis d'accord avec le point de vue qui ont été exprimés par les autres panélistes. Comment est-ce que nous pouvons accélérer le financement vers le continent? En tant qu'Afreximbank, nous avons fait un certain nombre de choses. Tout d'abord, pour nous assurer qu'en tant qu'institution, nous étions prêts à travailler. Nous pourrions attirer du capital en passant par notre notification. Nous avons donc amélioré. Maintenant, nous sommes nous étions triple B+, nous sommes à un mois, mais nous avons aussi augmenté notre base de capital. Nous avons maintenant un capital adéquat. Donc, nous remercions nos actionnaires africains pour avoir bien voulu investir à l'argent dans l'institution de façon à ce que nous puissions en faire davantage. Mais bien plus qu'à cela, nous nous sommes tournés vers le problème le manque des projets bancables. Donc, nous avons commencé ces fonds des projets il y a 4 ans de cela, de nous-mêmes. Et jusqu'à maintenant, nous avons facilité 6 milliards de projets. Mais nous nous sommes rendus compte que cela ne suffit pas, que nous ne pouvons pas travailler tout seuls. Donc, nous avons attiré 8 autres institutions du continent et même des institutions telles que la Banque Exim du Nigeria, par exemple Bengo, l'industrie Bengo, 8 autres institutions se sont joints à nous dans ce que nous appelons un fonds pour la préparation des projets qui va nous permettre de pouvoir évaluer le risque en amont. Mais nous reconnaissons le fait qu'il n'y a pas suffisamment de financement, il n'y a pas suffisamment de l'argent venant de la philanthropie qui entre dans le continent. Donc, nos actionnaires, dans notre dernière réunion annuelle, nous ont posé la question: pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas investir à votre propre argent de façon à ce que nous puissions intéresser les autres à se concentrer sur le financement concessionnaire? Donc, depuis l'année prochaine, nous allons investir à 500 millions de dollars américains et cela va aider. Donc, ce que disait, c'est dont parlait Monsieur le ministre, ces projets de financement du climat sont considérés comme étant risqués par le secteur privé. Le secteur public ne peut pas de lui-même financer ce dont on a besoin pour la transition. Nous avons donc besoin du secteur privé. Comment est-ce que nous pouvons intéresser le secteur privé? Nous devons dérisquer les projets en offrant un financement concessionnaire, mais aussi en offrant des garanties. Donc, nous avons un département de garantie à l'intérieur de la banque qui offre la protection des investissements parce que nous bénéficions des privilèges, des immunités dont nos pays membres. Nous utilisons cela pour offrir des garanties aux investisseurs qui les aident à pouvoir regarder différemment les projets. Cela est très utile. Mais je pense que c'était Mahmoud qui a dit que nous devons mobiliser énormément de ressources du marché national, local. Comment est-ce que nous pouvons faire cela? Nos marchés de capitaux sont faibles. Comment est-ce que nous pouvons faire cela? Nous focalisons, nous essayons de voir comment est-ce que nous pouvons renforcer les marchés de capitaux. Nous devons augmenter la demande des monnaies locales, utiliser notre notification pour mobiliser les ressources sur le marché national, mais offrir des garanties de façon à ce que nous puissions financer les projets dont on a besoin. Nous faisons à cela. Il est très important d'utiliser votre monnaie locale quand vous gérez les projets de façon à ce que vous ne soyez pas exposés au taux d'échange. Mais nous nous assurons aussi que nous utilisons les monnaies locales pour le commerce. Les paiements sont très importants. Donc, nous sommes en dialogue avec l'Union africaine, avec le CFTA et
et nous voulons mettre en place un système de paiement et panafricain qui va permettre aux pays africains, quand ils font des échanges entre eux-mêmes, et la ZLEC, c'est une institution qui va nous aider à décarboniser, parce que pour que la ZLECAF, nous devons industrialiser, nous devons ajouter de la valeur à nos produits. Donc, nous ne devons pas toujours importer des produits ailleurs. Donc, en augmentant les échanges entre les voisins, on réduit la consommation du carbone. Voilà ce que nous faisons. Une expression, les solutions africaines aux problèmes africains. Cela va dire le plus vite possible. Et je pense qu'on a eu vraiment des panélistes excellents. Avant de revenir aux panélistes, je voudrais ouvrir le débat pendant 10 et 15 minutes. S'il y a des commentaires de la part du public, des participants, vous pouvez mentionner votre nom et soyez bref, de façon à ce que nous puissions entendre le plus grand nombre de questions. Après, je reviendrai au panel avant de conclure notre réunion. Allez-y, s'il vous plaît. Je m'appelle David. David, pouvez-vous vous lever pour qu'on vous voit? Je m'appelle David de One Campbell. Je voudrais poser une question sur le développement multilatéral des banques. Il y a beaucoup de discussions qu'on a eues. Donc la proposition actuelle, c'est que la performance va débloquer 200 milliards par an. Alors la question, c'est si c'est ça notre solution avant les élections présidentielles des États-Unis, est-ce que c'est suffisant? Et si ce n'est pas suffisant, qu'est-ce qu'il faut faire pour mobiliser les actionnaires de la banque multilatérale pour avoir plus de fonds? Merci beaucoup. Et la dame juste à côté de vous, vous avez la parole. Je m'appelle Siamaka Domouane. Ma question, c'est sur la mobilisation des ressources domestiques. Donc le rapport dit qu'il y a un déficit de 1,4 trillion qui doivent être mobilisés au niveau domestique. Est-ce qu'il y a une opportunité dans le continent pour que les pays puissent voir comment mobiliser des ressources au niveau national? Et deuxièmement, j'entends parler du mouvement du secteur privé, tout ce qui est nécessaire, l'atténuation des risques, mais est-ce qu'on pourrait se réunir sous la tutelle de l'Union africaine ou bien sûr une autre plateforme pour rassembler les secteurs privés afin de mobiliser du financement? Merci. Je ne vais pas mettre une autre question avant de redonner la parole aux panélistes. Je reconnais l'ancienne ministre du Kenya, Martha Karua, qui est dans la salle. Quand j'étais au Kenya, il y a 20 ans, j'ai fait sa connaissance. Merci beaucoup, Martha. Je m'appelle Jean, je viens du Centre africain pour la transformation économique. Ma question s'adresse vers concernant les marchés du carbone. Comment est-ce qu'on peut assurer la tarification juste sur les marchés du carbone? Donc, ce n'est pas pareil en Afrique et aux États-Unis. Alors, comment avoir un prix commun dans tous les continent. Donc, 4 questions. La première portait sur la banque multilatérale, la performance. Deuxièmement, c'était la mobilisation des ressources internes. Et troisièmement, comment mobiliser le secteur privé de l'Afrique. Et aussi, la quatrième, c'est sur les marchés de carbone. Donc, je vais redonner la parole aux panélistes pour répondre à ces questions. Mohamed, vous voulez commencer sur les réformes de la Banque de développement multilatéral et ce qui pourrait être mobilisé comme fonds? Il y a 2 approches. Premièrement, c'est la feuille de route d'évolution. Et si ça va être lent, comme ça paraît être le cas actuellement, à moins qu'on nous dit quelque chose de différent à la réunion de G20. Prochainement, j'appelle ça une feuille de route vers la pertinence de la Banque du développement multilatéral. Les chiffres sur ce qui pourrait être fourni par les banques, c'est juste une fraction de ce qu'ils fournissaient dans le passé, dans les années 90. La capacité de ces banques multilatérales ne sont pas suffisantes parce qu'on voit qu'en dollar,
pour attirer 30% du secteur privé. Sauf si vous parlez de la dette publique, donc on peut parler d'un 1 contre 4, mais ce n'est pas la promesse qui était là, qui a été faite à Addis Abeba de 30 milliards. Donc notre objectif, c'est d'avoir une accélération de cette feuille de route de révolution, parce qu'on ne peut pas avoir tout des banques de développement comme la BAD. Donc on ne peut pas faire plus sans avoir un partenariat avec le secteur privé pour pouvoir mobiliser davantage de ressources au-delà de 30 centimes. Donc il s'agit de la volonté publique, parce que on a déjà mis au point une solution technique. La solution présentée par Vera et d'autres a souligné l'importance de dérisquer et de soutenir le financement concessionnel. Mais sans l'augmentation du capital, on ne va pas beaucoup avancer. Et si vous attendez ces solutions mondiales, pour revenir à votre point sur les solutions régionales africaines, la mobilisation des ressources internes peut se faire sur 2 volets. Premièrement, il s'agit des réformes fiscales. Si votre pays est un pays faible bas et qui a 4% du PIB sur les revenus des taxes, ça c'est un minimum de 8%. Donc les pays à revenus intermédiaires se situent à 8% et les pays développés, c'est beaucoup plus. Donc toutes les discussions qu'on a eues sur les réformes fiscales et les flux financiers illicites, donc il y a beaucoup de fuites dans les systèmes à travers l'évasion fiscale. Donc on peut parler aussi du système mondial qui permet de mobiliser des fonds en provenance de ce continent, et le flux de capital, si vous considérez les flux financiers, c'est plus que le financement confessionnel et les investissements directs étrangers combinés. Donc si nous voudrions faire face à cette question de fuite, il faut le faire, sinon ça ne va pas encourager les autres. Je ne vais pas mobiliser des ressources et après je les retrouve ailleurs dans un arrangement qui n'est pas légal. Et l'autre part, sur la mobilisation des ressources internes, il ne s'agit pas de la mobilisation des ressources publiques, mais il s'agit également de la localisation du travail en utilisant les devises locales pour améliorer les marchés des capitaux à travers l'amélioration des cadres réglementaires et des incitations. C'est ce qui est plus pratique au lieu qu'on continue à attendre les subventions. Je dis ceci parce que de l'autre côté, on a des offres à proposer. Donc, par exemple, les obligations vertes. Donc, si vous n'avez pas de garantie, donc voilà les taux, vous allez prendre des prêts à 14%. Donc, on encourage les pays en développement d'emprunter beaucoup plus, mais ça ne va pas régler ce problème du changement climatique, mais ça va aggraver la crise de la dette. Et il y a aussi la question des marchés de carbone. Donc, la tarification des carbones, c'est quelque chose d'important. Et il y a aussi le doublement et l'amélioration des énergies renouvelables à travers la participation publique pour avoir du partenariat. Et le problème, comme cela a été cité par les pays africains, le problème, ce n'est pas seulement au niveau de l'atténuation, mais plutôt de l'autre côté de l'adaptation. Comment trouver plus de 10 fois le financement qu'on a actuellement pour l'adaptation et l'atténuation. Donc ça va se réaliser à travers le financement concessionnel et les partenariats. Donc je vais modifier les 3 A pour reprendre le terme adaptation, adaptation, adaptation. Avant de donner la parole à Amadou et Ngolembo, est-ce que vous pouvez parler de notre potentiel de mobilisation des ressources internes? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour mobiliser davantage de ressources internes? Donc, ce que je disais, c'était la mobilisation des ressources du secteur privé au niveau national. Donc ça dépend des réglementations, il y a des exigences en matière des actifs en liquide. Et ça dépend également de la disponibilité des actifs à long terme qui sont bancables. Des organisations comme nous, les banques pour le développement et les investissements directs étrangers, nous devrions collaborer pour renforcer les capacités des marchés. Donc ainsi, nous allons avoir des instruments qui attirent le secteur privé. Des fois,
Et il nous est arrivé de fournir des crédits pour que ces instruments soient acceptés par le secteur privé. Et donc, il faut développer des instruments qui sont appropriés. C'est ce qui va nous aider à mobiliser des ressources pour des investissements à long terme. Merci, Gubu. Est-ce que vous avez un commentaire à faire? Oui, je crois qu'il y a plusieurs questions qui ont été soulevées. Premièrement, c'est sur la question des marchés de carbone, et Vera va en parler davantage plus tard. Mais il faut distinguer entre le marché de la conformité et un marché volontaire des carbones et les prix qui s'appliquent dans ces deux côtés. Et je le dis, ce n'est pas parce que nous sommes sur les marchés volontaires des carbones. Donc nous devrions essayer d'envisager un modèle hybride des marchés qui a une moyenne des prix entre ces deux marchés. Parce qu'actuellement, les marchés volontaires des carbones, il y a beaucoup de volatilité sur cet espace, et c'est parce qu'il n'y a pas l'appui du gouvernement, il n'y a pas de réglementation pour assurer la qualité et la continuité des crédits, surtout sur l'espace africain. C'est pourquoi, dans le cadre ACME, il y a des activations des pays qui ont été faites pour la stabilisation des politiques liées à l'origine des projets de carbone et le financement du crédit de carbone sur le continent. Donc c'est à nous de veiller à ce que nous plaidions pour un modèle hybride qui va nous sortir de cette situation actuelle de $6 jusqu'à $50. Et c'est ce qui va nous permettre de réaliser des changements remarquables sur les marchés, même au niveau des marchés de carbone après le lancement de l'initiative africaine des marchés de carbone. Nous devrions remettre en cause les méthodologies qui existaient, parce que jusque-là, nous parlons du financement des projets d'énergie, mais personne n'a parlé des marchés du financement. Même si j'ai modéré la session sur la nature du financement, on n'a pas eu suffisamment de conversation sur la nature et le financement de la nature. Et les méthodologies des marchés de carbone tels qu'ils sont actuellement, ils ne reconnaissent pas le rôle des forêts et la contribution que ça apporte à la réalisation de nos objectifs à long terme. Et ça, c'est une lacune au niveau de ces marchés qui essaie de combler la lacune en matière de ressources auxquelles nous faisons face. Donc, nous devrions évoluer dans cette voie pour s'assurer que les marchés, les mécanismes des marchés répondent aux mécanismes de la nature. Mon défi, à l'heure actuelle, le premier jour déjà, nous avons vu toutes les annonces qui ont été faites. Je pense que ce dont on discute, c'est juste une petite augmentation et nous avons besoin d'un changement ambitieux parce que les objectifs sur le climat que nous sommes fixés sont très ambitieux. Et ce qui est attendu de l'Afrique est trop ambitieux, mais le financement n'est pas là. Je vous donne un exemple. Un pays a cité 24 millions de dollars pour l'Afrique. Alors ça, c'est combien par habitant, même dans les pays où on a annoncé ce financement. Qu'est-ce que cela représente par habitant et ça représente quel pourcentage du PIB? Alors il ne faut pas négliger les conversations sur la mise en œuvre et l'opérationnalisation des fonds des pertes et des dommages. Il ne faut pas oublier d'autres mécanismes comme la fiscalisation mondiale qui pourrait débloquer des fonds importants. Une fois qu'on aura créé ces fonds, il faudra s'assurer que les gouvernements africains et les communautés africaines et les concepteurs des projets qu'ils puissent avoir un accès facile à ces fonds pour que ça ne soit pas compliqué comme le fonds vert pour le climat. Merci. Donc, on va modifier les trois. Donc, maintenant, c'est ambition, ambition, ambition. Donc, ça va continuer à évoluer avec le temps. Donc, nous avons Vera en ligne. Vera, on va vous redonner la parole pour aborder cette question des marchés de carbone. On vous a posé une question. Est-ce que Vera est toujours là? Oui, je suis là. Vous pouvez m'entendre? Oui, on vous entend.
Merci. Avant d'évoquer cette question des marchés de carbone, et, il y a déjà certains éléments qui ont déjà été soulevés. Alors, en 2021, l'Afrique a emprunté 23 milliards de dollars du marché. L'Afrique allait payer un intérêt d'à peu près 11 millions de dollars. Et ça, c'est d'après une campagne qui a été menée et à l'échéance de laquelle on a eu un rapport. Donc, si l'Afrique continue à emprunter le même montant, elle ne va pas sortir de cette crise de la dette. Comparé à 2,5 millions de dollars. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur la nécessité d'avoir un capital supplémentaire. Ce n'est pas parce qu'il y a un secret pour cela, mais c'est tout simplement parce que ça va nous permettre de gagner du terrain sur les batailles avec moins de ressources. Donc, dans le rapport que nous avons préparé sur le développement multilatéral pour G20, sous le leadership de Larry Summers et NTC d'Inde, nous demander à ce que nos ressources soient augmentées 3 fois plus de la part des institutions financières internationales. Et nous demandons cela aussi de l'Association mondiale, qui est le plus grand bailleur des pays en développement. Et il faut qu'on se rappelle pourquoi nous demandons des fonds supplémentaires de la part de ces institutions. C'est parce que ce n'est pas coûteux. On a déjà discuté du coût du capital et nous voulons que le secteur privé mobilise 500 milliards de dollars. Nous avons vu partout dans le continent quand le secteur privé entre en partenariat avec le gouvernement, ils peuvent réduire le coût du financement de 40%. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle nous avons besoin de partenariat. Si vous aviez un projet de 100 dollars, ça deviendrait un projet qui coûterait 60 dollars grâce à ce partenariat entre le gouvernement, le secteur privé et les philanthropes. Mais j'ai peur de vous dire également que ce dont on a besoin, il y a 2 ou 3 pays, parce que Mahmoud était au ministère des Investissements en Égypte quand ils ont eu le pourcentage le plus élevé d'investissement. Et nous avons M. Houghton Bongolo. Donc, il a travaillé dans des gouvernements où il y avait des bonnes politiques. Donc, les bonnes politiques, c'est le point de départ pour la mobilisation des ressources. Si vous allez dans un pays où la structure de gouvernance n'est pas transparente, où vous n'êtes pas sûr d'avoir des prix abordables dans le secteur de l'énergie, vous n'allez pas pouvoir attirer les investissements dont vous avez besoin. Donc, il faut examiner le contexte interne aussi. Oui, il y a la base différenciée de 500 points entre les pays. Mais on a vu aussi quand le Sénégal a mis en place des bonnes politiques, ces différences ont été supprimées. Et on voit qu'il y a une différenciation sur le classement des pays africains basé sur la performance. Le Sénégal est l'un des pays. Donc après une autre évaluation, ils seront mieux placés. Donc, je pense que les réformes sont nécessaires. Nous avons des pays qui avancent bien en matière d'affaires et ils s'acquittent de leurs taxes, ils facilitent l'accès à l'eau et à d'autres services. Le deuxième point, c'est notre système de pension. L'Afrique a à peu près 3 trillions de dollars des fonds de pension. Nous pouvons mieux utiliser ces fonds si nos gouvernements changent de politique pour permettre l'utilisation de ces fonds de pension. Alors, même si nous essayons de trouver d'autres sources externes de mobilisation, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire à l'interne. Et c'est ce qui va nous permettre d'attirer davantage d'investissements. Et l'autre point, le président Disney de la BAD a dit, c'est le recyclage des actifs. Les investisseurs n'aiment pas de nouveaux projets. Et l'incertitude de développement des projets, ça prend toujours beaucoup de temps en Afrique. Mais nous avons
beaucoup d'actifs qui sont là dans nos registres des gouvernements. Donc les gouvernements ne devraient pas être chargés de la gouvernance de ces actifs. Nous pouvons les recycler pour mobiliser ces fonds au lieu de les vendre quand on est face à une crise de la dette. Donc je crois que c'est quelque chose que nous pouvons mieux faire. Ce sont des éléments positifs, des choses qui peuvent être se réaliser dans l'immédiat et ça dépend de nous, le leadership africain et les gouvernements africains de faire cela. Au lieu de parler de ce que le reste du monde peut faire pour nous, nous devrions voir comment conjuguer nos efforts. Et concernant les prix des crédits de carbone, nous avons besoin d'une position commune de l'Afrique pour les tarifs des crédits de carbone. Il y a la question de la conformité et c'est ce qu'une grande portion des États-Unis utilisent. L'Union européenne s'est penchée sur le recyclage des actifs. Nous savons que nous allons continuer à utiliser les combustibles fossiles jusqu'à l'an 2050. Donc, ces pays sont prêts à payer pour ces émissions. Mais sur le continent, nous n'avons pas de données, nous n'avons pas de politique. Et nous devrions commencer à collecter des données et faciliter des échanges de façon transparente. Donc, si nous faisons ça le plus tôt possible, on parle toujours de G50 qui ont plus de 160 trillions de dollars qu'ils veulent investir dans des projets pour les émissions de carbone. Donc, ils ne peuvent pas faire ça parce qu'il y a beaucoup de conversations sur la non-transparence de la vente des crédits de carbone sur le continent. Donc, si nous travaillons sur la transparence, même les marchés volontaires vont mieux fonctionner, comme on a dit dans notre rapport. À peu près 180 millions de dollars des ressources qui sont disponibles qu'on pourrait investir dans l'atténuation et l'adaptation. Merci. Merci beaucoup, Vera. Il nous reste 4 minutes. Donc, en Afrique, les gouvernements devraient nous faciliter les affaires et ne pas gérer ces affaires. Donc, si nous commençons à collaborer avec le secteur privé, nous allons voir ces opportunités. Donc, on va permettre aux participants de poser la question. Une question. Donc, on n'est pas à la KICC. Merci Vera d'avoir fait cette excellente présentation et je suis d'accord avec tout ce que Dr Somé vient de dire. Mon point, très rapidement et de façon concise, c'est que les ambitions des actionnaires principaux des banques pour le développement, il y aura un plafonnement de 200 milliards de dollars pour les 10 ans à venir. Et c'est en fonction du capital actuel. Donc, une part va être investie dans les pays africains. Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. Est-ce que vous pensez que 50 milliards pour les 10 ans à venir va être suffisant par rapport à tout ce dont on a discuté? Et si ce n'est pas le cas, comment combler ce déficit? Donc ça, c'est une question très importante. Ça dépend de la personne à qui vous adressez. La lacune en matière de financement se présente sur des chiffres différents. Alors, on a des chiffres différents. Alors, vous voulez répondre à cette question? Merci beaucoup. Le chiffre que j'ai appris hier, c'est 277 milliards de dollars par an. Donc, sur la période de 10 ans, c'est 2,7 trillions de dollars. Même si c'est moins de ça, c'est dont on parle aujourd'hui comme chiffre, ce n'est pas suffisant. Alors, on a besoin de plus d'ambition, mais il y a aussi quelques fruits à portée de main, des choses qu'on pourrait faire là tout de suite pour débloquer plus de fonds.
Donc, de passer de SDB jusqu'à MDB, il y a des millions de dollars qui ont été promis, mais qui n'ont pas été débloqués. Donc, la meilleure façon d'utiliser cela, on va donner $1 aux banques multilatérales pour le développement à des taux concessionnels. Et la Banque africaine pour le développement a fait un bon travail avec le FMI. Nous avons besoin des bailleurs de fonds et des autres acteurs pour mobiliser cela. C'est ça ce qu'on appelle les fruits à portée de main. Je vais vous parler de ce qui est vraiment important pour nous en Afrique. Nous devrions dépendre de nous, compter sur nous au lieu de compter sur les autres. Il faut qu'on soit réaliste. Nous savons que nos partenaires ne seront pas en mesure de mobiliser ces trillions de dollars pour nous. On en parle depuis très longtemps, mais ça ne s'est pas réalisé. Alors, il faut qu'on dépende de nous. Et la meilleure façon de faire cela, là, je reviens au gouvernement. Il faut avoir la meilleure gouvernance possible sur le continent pour la mobilisation des ressources internes au niveau national. C'est comme Vera et l'autre intervenant a dit. Donc, les bonnes réformes fiscales et avoir les bonnes personnes au pouvoir qui vont travailler avec la société civile et le secteur privé pour faciliter la mobilisation des ressources internes. Beaucoup de pays africains se situent à moins de 50% de cette ratio de mobilisation des ressources. Mais en Asie, ça se situe à 35. À l'occidental, ça se situe à 35 ou 45. Donc, si vous ne parvenez pas à mobiliser plus de ressources financières et lutter contre les flux financiers illicites et lutter contre la non-transparence, il y a une forme de taxes qui sont raisonnables, fixes et transparentes et lutter contre toutes les fuites. Si on ne fait pas cela, on ne va pas avancer. Si on augmente fortement la mobilisation de nos ressources internes, même notre classement va s'améliorer. Même si on n'aura pas le bon classement, on va y arriver un jour. Mais le point de départ, c'est de mobiliser nos ressources internes. Et dernièrement, les prix des carbone, c'est vraiment important. Si on arrive à avoir les prix qui s'appliquent en Europe et aux États-Unis, ça va affecter notre PIB. Si on est en mesure de faire des échanges sur nos crédits de carbone, ça va se traduire en PIB. Alors la RDC va dire que j'ai ce puits de carbone et la valeur de ce puits de carbone, c'est un tel montant de dollars. Et vous allez ajouter ça sur le PIB. Donc l'objectif n'est pas seulement d'ajouter le PIB, mais aussi de se faire des recettes. Et ainsi, vous allez pouvoir améliorer le ratio du PIB et vous allez avoir des recettes internes et ça va vous permettre d'emprunter beaucoup plus. Dernièrement, le secteur privé, tout le monde en parle, mais je pense qu'on a surestimé le rôle du secteur privé. J'ai travaillé dans le secteur privé pendant 15 ou 20 minutes avant d'intégrer le gouvernement. Si vous prenez un projet de 100 millions de dollars qui doit être réalisé par le secteur privé, mais l'investissement du secteur privé va constituer 30% des capitaux propres et 70% de ces fonds viendront d'ailleurs pour que ce projet se réalise. Et pour ce projet, s'il n'y a pas de fonds à long terme, on n'aura pas un projet de partenariat public-privé et ce sera difficile de financer ce projet même si vous avez les 20%. Et dernier point, c'est les marchés des capitaux locaux. Je ne veux pas être fataliste, mais si on ne fait pas les bonnes épargnes, si les pays africains ne réalisent pas d'épargne, ils ne vont pas obtenir des ressources à long terme. Donc les pays africains sont pauvres, alors c'est difficile de réaliser des épargnes. On peut introduire des épargnes locales obligatoires. Que vous travaillez dans le secteur privé ou bien le secteur privé, on vous oblige à épargner 15% ou bien 20% de votre salaire et vous allez avoir un rendement et ces épargnes sont utilisées dans le développement de l'économie. Donc je crois qu'il faut rendre les épargnes obligatoires. Merci beaucoup. Je pense que vous avez assez provoqué
nos intervenants. Et juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je voudrais répondre à cette question qui est matière à réflexion. Si la promesse, même après les réformes des banques multilatérales financières, et si on aura plus d'exigences, et si on se focalise, comme cela a été dit par le président Lutte, sur un seul domaine du financement, qui est le financement pour l'adaptation au climat, un rapport récent du Centre mondial d'adaptation, on nous dit que sur le continent, on n'est pas que mobilisé à recevoir 11 milliards de dollars, et le chiffre change aussi. Et d'après ce rapport, on dit que ces estimations ne sont pas un reflet de la réalité. Ça doit être plus important que ça. Donc il faut avoir à plus de 5 fois, ou bien, mais plutôt 10 fois. Mais d'où viendra cet argent? Les banques multilatérales, même si ils auront une augmentation des capitaux, et s'ils continuent à être opposés aux efforts d'adaptation, 15%, alors que l'atténuation qui est le travail du secteur privé, mais la preuve que le secteur privé est en train d'être marginalisé par le gouvernement, soutenu par les banques multilatérales. Donc ça doit être arrêté. Donc ce dont on a besoin de la part de ces banques multilatérales, ce sont une facilitation. Donc cette question d'adaptation, c'est venu de Charles qui parlait de la gestion des ressources en eau dans le secteur agricole et aussi dans le secteur de développement des infrastructures. Alors, ça nécessite le financement du secteur public et aussi du privé. Donc, il ne s'agit pas seulement de l'augmentation des capitaux, mais le financement de la part des banques multilatérales, ça devrait changer. Alors, si je veux rembourser des dettes, en demandant d'autres dettes, ce n'est pas durable. Et Vera a dit quelque chose. Comment on peut attirer le financement des développements? Alors, ce que nous faisions pour attirer le financement, nous passions par les campagnes des promotions autour du monde, mais nous voulions aussi mettre à niveau l'environnement d'affaires et nous assurer que l'environnement d'affaires dans le pays et que ceux qui voulaient participer dans le pays étaient satisfaits des développements. Et vous pouvez être vos meilleurs ambassadeurs. Mais si l'environnement d'affaires n'est pas bien fait et puis vous faites le tour du monde pour faire des campagnes, mais tout le monde s'est plaint des coûts des transactions, des systèmes trop complexes. Tout ce que vous allez faire ne va pas porter fruit. Après avoir dit cela, nous n'allons pas nous limiter d'une source de financement. Et là encore en Afrique et ailleurs, on rappelle à tout le monde qu'afin de pouvoir faire un bon développement, y compris le développement climatique parmi les objectifs du millénaire, vous devez tenir compte le financement externe national, le partenariat public-privé et il ne faut pas oublier aussi le commerce, parce que le commerce aussi fait partie des solutions de financer le développement et le climat. Oui, je vous ai dit que ça allait être très rapide. Monsieur Aboulo, avant de vous donner la parole, Denise, vous voulez prendre la parole? Oui, rapidement, on sait qu'il y a de la mobilisation des ressources nationales. Hier, les gestionnaires des fonds africains ont dit qu'ils gèrent à plus de 60 milliards de dollars. Ils ont signé un accord pour pouvoir injecter davantage de financements. Et avec les fonds souverains en Afrique qui font des choses spécifiquement pour cela. Et donc, nous disons d'un côté que nous sommes confrontés à un défi, mais il y a quand même plusieurs possibilités qui visent à libérer les finances au niveau national. Je voudrais
baser ma contribution, revenir sur les économies de la nature dans nos pays, parce que j'ai comme le sentiment que très souvent ces économies de la il y a des parties des régions de nos pays que nous oublions après avoir contribué plus d'un tiers au marché des carbones dans le monde, et restons quand même parmi les pays les plus pauvres dans le monde, et que nous reléguer cela au marché des carbones, c'est vraiment décourageant. Et nous parlons de ces marchés des carbones comme si c'était les seules solutions pour les économies basées sur la nature. Et je voudrais nous prévenir contre cela. Bien sûr, nous sommes d'accord avec les marchés du carbone parce que nous avons conceptualisé cette initiative des marchés des carbones, mais ça ne devrait pas rester la seule conversation que nous avons autour de relâcher le financement pour la nature et pour les économies. Je pense qu'il y a d'autres mécanismes de marché auxquels nous devrons nous adresser. Par exemple, quels sont ces bons bleus et verts? Quels sont les nouveaux mécanismes dont nous sommes en train de parler avec les bourses dans le monde? Comment est-ce que nous pouvons avoir des ressources, des bons basés sur les ressources naturelles autour des bourses qui reconnaissent notre contribution, de façon à ce que vous puissiez acheter une action techniquement dans le bassin du Congo pour pouvoir assurer la pérennisation du forêt, pour pouvoir assurer la pérennisation de la biodiversité, parce que nous devons aller au-delà du carbone lui-même et voir l'interconnectivité. 75% de la biodiversité sur le continent reste intacte. Ce n'est pas la seule ressource, c'est une ressource pour laquelle on doit être compensé. Cette conversation, malheureusement, on n'entendra pas par les gestionnaires des fonds publics. Et bien sûr, ce n'est pas l'investissement du secteur privé qui va en parler, mais nous devons commencer à mettre en place des mécanismes du marché qui reconnaissent ces dialogues, cette contribution. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que le ministre du Congo à Brazzaville, qui était ici hier, a dit qu'il n'existait pas suffisamment de reconnaissance de leur contribution. Je voudrais donc encourager tout le monde à participer dans le sommet des 3 bassins qui va se faire au Congo-Brazzaville et s'assurer que ces pays-là ne sont pas laissés en arrière. Et en guise de conclusion, ce qui est du marché du carbone, puisque nous en parlons, il ne s'agit pas de la fixation des prix, parce que les projets n'appartiennent pas aux pays, n'appartiennent pas aux communautés. Il s'agit de la transparence, de l'analyse des coûts, des revenus, parce que actuellement il y a des compagnies qui font le commerce des carbones sur le continent en utilisant les ratios. Ils font de l'argent, 800 millions de dollars d'un projet que je connais. Et il n'y a que 10% qui est réinvesti dans la communauté parce qu'il n'y a pas de transparence dans les dépenses et la vérification et l'énumération du produit, ainsi de suite. Dennis, avant que vous ne preniez la parole, il y a une question qui a été posée et je pense que nous devons essayer d'y répondre. Dans la salle, nous avons les représentants de la communauté, les ONG, la société civile. Comment est-ce que nous pouvons rendre ces dialogues moins techniques et plus pertinents aux communautés les plus vulnérables, les communautés en Afrique, les communautés qui vivent au-dessous de la ligne de pauvreté? Peut-être une question sur la pertinence des populations d'Afrique qui nous regardent en ligne, qui sont ici. Comment est-ce que nous pouvons parler vraiment au niveau d'impact de la communauté? Comment nous pouvons protéger la vie et les moyens de vivre des communautés? Vous pouvez peut-être essayer de réagir. Non, je voulais ajouter un mot, le fait que l'Afrique doit profiter des ressources qu'elle a en mettant en place le ZLECAf. Si nous pouvons ajouter de la valeur à nos ressources, nous pouvons générer les ressources dont nous avons besoin. Quand on, par exemple, voit les véhicules électriques,
électrifiée. Si nous continuons à exporter le lithium, nous n'allons pas pouvoir générer les ressources. Mais si nous pouvons passer aux batteries, même les véhicules électrifiés pourraient générer davantage de ressources. Donc, je pense qu'il faut profiter de la CAF et je pense que cela va nous aider à générer les ressources dont nous avons besoin. On sait qu'il est de rendre le dialogue sur le climat pertinent pour nos communautés. Moi, je viens du Zimbabwe. Et il y a beaucoup d'années de cela, les gens étaient impliqués, surtout les personnes autour des parcs nationaux qui faisaient de la chasse. Mais la discussion tournait autour de la question de savoir si vous n'allez pas tuer les animaux aussi, les gens pourraient venir voir les animaux. Voilà les revenus que vous pourriez réaliser. Voilà les bénéfices que vous pourriez réaliser. Et les gens dont la conservation, mais du point de vue de l'intérêt de soi, on dit, je fais cela pour la nature, j'ai le même profit. Alors vous devez comprendre, les personnes qui vivent dans les zones rurales, dans les communautés, vivent de l'impact du changement climatique, la sécheresse, les inondations. Et les solutions doivent s'adresser au vécu des communautés. Mohamed, je vois que vous voulez répondre à la question. Et après, je vais donner la parole à Véro. Oui, deux choses. On dit qui est comment on peut répondre à la question de l'intérêt des communautés. Et nous sommes... Tout d'abord, la préparation du pipeline du projet. Les projets ne se font pas, les discussions sont localisées. La discussion ne se fait pas dans un sommet quelconque. Donc, pour que cela puisse se faire, pour que les projets puissent être localisés, il faut que ces gens fassent partie du projet. Il ne faut pas les considérer comme une arrière-pensée en disant il faut limiter les conséquences négatives. Ainsi de suite, ce qui est important, l'engagement que vous devez avoir avec les communautés locales dès le départ, de façon à ce qu'ils puissent participer dans la conceptualisation des projets. C'est une nouvelle façon de considérer ce type de travail, surtout en tenant compte la question de l'environnement et de la santé et son impact. Donc, dans le pipeline du projet, nous devons, il y a eu des présentations qui ont été faites au fond vert. Il y a un certain nombre de projets et des projets au Ghana, en Namibie, au Nigeria. Il y a toute une variété de mélanges, des risques et des profits. Mais il y a quand même on tient compte du fait que chaque projet doit identifier le profit, mais quel sera son impact sur le développement pérennisable dont le voisinage. Et la dernière chose que je voulais dire, quand nous parlons de la localisation, notre discussion aujourd'hui est au niveau international. Et puis nous avons la dimension des pays moins développés, le travail qui s'est fait au niveau du gouvernement, de nos gouvernements centrales. Mais nous devons parler de la localisation, que nous devons réfléchir au bien-être du public et comment le public bénéficie de travail sur le climat et le développement pérennisable, je dirais que c'est le point le plus faible à tous les niveaux. Au niveau international, il y a le G20 ici à Nairobi et à New York. Il y a le gouvernement central à sa façon d'agir. Et puis nous avons le travail au niveau régional. Mais au niveau local, l'environnement local où tout doit compter, c'est là où nous devons vraiment faire attention à un meilleur engagement. Et nous allons donner la parole à Vera et demander la parole. Et je sais que ces gens-là sont très, très occupés, doivent partir, donc nous allons vous libérer. Et Vera, si vous pouvez vous adresser à cette question de la communauté rapidement et nous allons conclure. Et je pense que cette question communauté est liée à quelque chose que vous avez dit, les solutions africaines aux problèmes africains. Ce n'est peut-être pas nécessairement la bonne chose. Nous avons des centaines de milliers de solutions qui se trouvent en dehors de l'Afrique. Et la question des gouvernances, tout d'abord, c'est que nous devons faire quand nous parlons d'analyse. Ici, nous ne parlons pas des chiffres et chaque commentaire
et je vais parler au Rwanda. Et la communauté au Rwanda, les citoyens comprennent la valeur de l'arrivée d'un tourisme parce qu'il y a un chimpanzé qui est vivant sur un mètre carré de forêt en place et ils comprennent cela mieux. Et ce sont les personnes et c'est peut-être au niveau plus élevé qu'il y a des problèmes. Et nous n'utilisons pas comme il le faudrait les données sur le continent. Et je pense qu'au lieu de dire analysons ces données, mais disons plutôt il faut offrir à nos communautés les informations de façon à ce qu'elles puissent comprendre et exiger une meilleure gouvernance de la part des leaders et s'assurer que nous puissions avoir des meilleurs retours, si vous voulez, et sur les choses sur lesquelles on travaille. L'assurance et les primes d'assurance, c'est critique, mais cela ne fait pas partie de notre débat aujourd'hui. En 30 secondes, qu'est-ce que vous voulez dire? Comment est-ce qu'on peut conclure? Je dirais trois choses. Tout d'abord, l'Afrique peut faire beaucoup elle-même. Nous pouvons mobiliser beaucoup de financements nous-mêmes et nous pouvons résoudre les problèmes les plus faciles à résoudre. Et puis, si nous pouvons collaborer avec les autres, nous pouvons améliorer la gouvernance au niveau international sur le marché du carbone et la fixation des prix du carbone. Et puis, peut-être, troisièmement, il y a eu beaucoup de questions de la part des participants. Est-ce que la communauté réagit avec le financement dont nous avons besoin? Nous avons besoin de financement additionnel pour le système multilatéral des développements. Nous avons nous empruntons 20 millions, nous remboursons 30 millions, ainsi de suite. Non, c'est un capital à long terme. Nous pouvons en profiter davantage. Nous devons continuer à demander que l'Ouest qui nous donne ces 30, je ne sais pas combien de trillions de dollars, aussi et les banques multilatérales nous aident à lutter contre le défi climatique. C'est urgent, nous devons mettre cela à niveau. Oui, je pense qu'elle a bien saisi la conclusion. Nous pouvons le faire, faisons-le ensemble et que cela soit pertinent à nos communautés. Je voudrais remercier les panélistes. Vous avez avant. On va inviter le secrétaire exécutif de la Fondation de la Société ouverte pour qu'elle donne quelques mots, elle prononce quelques mots de clôture. Merci à cet excellent panel. Alors, je suis directrice pour l'Afrique avec la Fondation de la Société ouverte. Mais très rapidement, parce que je sais que les gens sont en train de partir, je vais conclure avec quelques idées pour moi. Tout d'abord, je pense que vous nous avez donné vraiment, vous avez clarifié la liste des demandes que nous devons faire au niveau national, au niveau continental par rapport à continuer à faire les demandes au niveau international, un financement accru de la part des banques multilatérales. Et vous avez parlé de beaucoup de tactiques, vous avez parlé des agences que nous avons, les capacités que nous avons en tant qu'Africains. On sait qu'il y a les différents niveaux international, régional et national. Et la deuxième conclusion, c'est que nous pouvons mieux utiliser les capacités que nous avons. Nous l'avons déjà fait, nous avons collecté et nous avons utilisé, nous avons fixé les préparations, le plaidoyer en tant que bloc et nous avons vu cela dans tous les exemples qui ont été donnés par la BAD, ce que Afrixim est en train de faire avec ses partenaires. Ce que vous avez fait, on sait qui est le développement autour du marché. Au niveau continental, c'est bon et cela nous aide au niveau national aussi. Et cela me ramène à ma troisième conclusion et je pense que vous l'avez fait en fin de la journée. C'est le niveau national qui nous permet d'exercer notre capacité, notre agence. Et par rapport à cela, vous avez parlé du rôle du gouvernement, le rôle
d'un système intégré de financement avec toutes les différentes choses que nous pouvons faire avec la mobilisation des ressources au niveau national, toutes les choses pour lesquelles les gouvernements doivent assumer la responsabilité pour faciliter la croissance du bas vers le haut, le séquencement, façon quel est le type de financement que nous recherchons, quelles sont l'importance de la préparation des projets, ainsi de suite. Et en dernier, je travaille pour une philanthropie. Et bien sûr, les flux financiers illicites à côté, bien sûr, à des réformes fiscales. Et le rôle des fonds philanthropie, les investisseurs sociaux, le financement du développement international. La philanthropie est importante pour la préparation et dérisquer. Nos partenaires peuvent peut-être agir en premier, nous montrer la voie, c'est très utile. Et ce que nous devons nous rappeler comment les gouvernements nationaux peuvent faire. En conclusion, il y a énormément de demandes que nous avons au niveau multilatéral. Là, vous connaissez le débat qui a été soulevé, que nous manquons de l'ambition au niveau multilatéral, mais j'apprécie l'idée des solutions africaines pour les problèmes africains et l'acronyme ASAP. Maintenant, nous pouvons avoir des ambitions continentales. Aujourd'hui, tout commence avec nous, c'est notre sommet climat. Et donc, voilà l'objectif du sommet et la raison pour laquelle nous sommes ici tous. Merci d'avoir partagé vos connaissances, vos sagesses. Continuez à vous battre, s'il vous plaît. Merci beaucoup, tout le monde. Un dernier message avant de conclure la question. Le président a été retenu, il y a eu des délais. Donc, ce que nous allons faire, et son bureau a promis de partager ces remarques et que nous allons partager avec vous tous. Permettez-moi une dernière chose. Nous avons fait du travail, comment nous pouvons mettre à niveau l'échange de la nature pour le climat. Alors, je voudrais vous remercier pour vos commentaires et nous allons applaudir et la séance est clôturée. Merci. Even before we talk about financing, new financing, more financing, when countries are not growing economically, you cannot expect a poor person to carry an additional burden. That is necessary to drive growth, to drive development. So poverty actually exacerbates the climate change mitigation measures. The growing food and fuel crises are limiting severely our fiscal space to respond effectively as the cost of borrowing goes up prohibitively and access to the capital market tightens dramatically. Africa contributes the least to the climate emergency, responsible for less than 4% of global emissions. Yet we are facing increasing and more intense climate-related extreme events. We are indeed at a crossroads. If we want our continent to thrive, we have to adapt to climate change. And to achieve this, adaptation financing needs to start flowing at scale. If we have to deal with the climate financing in the context of what we agreed in 2015, in the consensus we built out of the Paris Agreement, this Paris Agreement, where we get emissions down by 45% by 2030 and net zero by 2050. If we were to go there, IEA
which Kenya just became a member, tells us that we need $9.2 trillion every year for us to get to net zero by 2050. We have a gap of $3.5 trillion. How do we raise $3.5 trillion to be able to close that gap? And I'm very sympathetic to what you said. Let us have a global financing mechanism. The principle over which we all agreed, which is the principle of polluting countries, the countries that are mainly responsible for climate warming, finance the adaptation, and Africa, which happens to be the continent that pollutes the less, which is responsible for less than 3.5% of CO2 emissions, and which suffers the most the consequences of climate imbalance, that Africa is supported in this policy of adaptation. Yes, we were sometimes appointed not to have seen the big leaders of those countries, in these industrialized countries, European or otherwise, that these industrialized countries are the center for the global adaptation.